Salut à tous. Pour ce premier épisode du podcast Take Control Now, j'ai eu la chance d'accueillir comme invité Alain Fresco. Alain Fresco, c'est le cofondateur de l'agence de développement WebMind à Lausanne et à Yverdon. Pendant ce podcast, on a pu aborder son parcours académique et entrepreneurial, les choix importants qui l'ont conduit à être là où il en est aujourd'hui. Nous avons aussi parlé d'argent, d'employer ses premiers collaborateurs, de comment on choisit d'agrandir l'équipe, quelles sont les raisons de cela, l'ambiance de travail, et qu'est-ce qui est précieux au sein d'une entreprise de petite taille comme WebMind aujourd'hui. On a aussi abordé ses échecs, ses expériences et ses conseils. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus après le teaser du podcast et j'espère que cet épisode sera à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute. Salut Alain, Salut Tony, comment tu vas? ça va bien et toi? Bien, merci. Euh, Tu es le premier invité du podcast, donc j'espère que ça va assez bien se passer. Tu vas servir un peu de cobaye. J'espère aussi, c'est un honneur. Parfait. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais et qui tu es? D'accord. Alors je suis Alain Fresco, j'ai 30 ans, tout fraîchement. J'habite à Lausanne. Je suis cofondateur d'une agence de développement logiciel à Lausanne. On a également des bureaux à Yverdon. Euh, Ça fait 6 ans qu'on existe. On est une agence de 8 personnes. Et on fait des projets en tout genre, principalement du développement d'applications web ou mobiles, et également des sites web en utilisant du WordPress. Cool, je crois que c'est une bonne introduction. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît assez bien avec Alain, donc je l'ai laissé se présenter, comme ça il pourra expliquer un peu mieux sa carrière que moi, mais je connais assez de détails. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? J'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. Ce que je vais dire, c'est que je pense que la plupart des gens ne savent pas que j'ai 3 passeports différents. C'est assez cool comme, comme réponse. Ok, du coup, on va passer sur une partie un peu plus sérieuse. Tu as parlé donc que tu étais cofondateur d'une agence. Donc, ton agence s'appelle WebMind. Vous êtes basé à Lausanne et Yverdon. C'est Est-ce ça? que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça a démarré? Alors ça a démarré d'une manière assez naturelle, je dois dire. C'est-à-dire qu'au tout départ, c'était pendant ma formation d'ingénieur à Yverdon, donc j'ai fait génie logiciel. Et avec un ami, on avait un peu de temps libre et on s'est dit pourquoi pas faire des projets pour des clients histoire de mettre un peu des sous de côté. C'est une manière comme une autre de gagner de l'argent. Il y en a qui travaillaient à la Coop ou à la Migros dans des supermarchés. Et nous, on s'est dit ben, pourquoi pas faire ça. On connaissait un peu des gens qui étaient intéressés par des prestations dans l'informatique et le développement. Au début, c'était très large. On faisait un peu de tout. On faisait de l'installation réseau, de l'installation de Wi-Fi, de la réparation d'imprimantes, tout ce qui était de près ou de loin lié à l'informatique. Et quand on est arrivé à la fin de notre diplôme, on a fait un travail de bachelor ensemble qui était pour un client externe. Et il s'avère que ce client était très content du produit qu'on avait réalisé pour lui et il souhaitait que l'on continue à travailler pour lui. Et donc c'est comme ça qu'on a eu notre premier mandat, notre premier vrai mandat. Et on a travaillé plusieurs mois, je crois quasiment une année sur ce projet. Et donc c'est notre premier vrai client. Et avec l'argent qu'on avait encaissé durant ces petits projets qu'on a fait, au lieu de l'utiliser, on a pris tous ces fonds et on a monté une SRL quelques mois après la fin de notre formation. Trop bien. Du coup, si, si je me trompe pas, je peux dire que tu as commencé à prospecter et à toucher des personnes externes pendant tes études. C'est ça, c'est ça, Ça, exactement. c'est cool. Euh, Est-ce que on peut juste revenir sur ton parcours avant WebMind? Donc, tu as dit que tu as fait l'école d'ingénieur à Yverdon. Est-ce que tu peux un peu résumer en quoi ça consistait pour ceux qui savent pas? Enfin, bon, après, moi j'ai fait la même formation, donc moi je suis assez Ok, au ouais, courant. ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, je vais peut-être passer la formation complète en vue, donc ce que j'ai fait même avant l'école d'ingénieur. Oui, J'ai commencé en faisant un CFC d'informatique
informaticien généraliste à l'école des métiers à Lausanne. Donc c'était pas en entreprise, c'était en école. Ça a duré 3 ans. Ensuite, j'ai fait un diplôme de technicien ES à Sainte-Croix. Donc là, c'était spécialisé en développement d'applications. C'était 2 ans. Et après ça, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur à Yverdon en génie logiciel. En quoi ça consiste? On voit beaucoup de choses. La première année, il y a beaucoup de maths. Il y a quasiment un tiers de maths sur le premier semestre. Et ensuite, on voit les bases de l'informatique en faisant des langages de programmation qui sont assez divers et variés. On a fait du C, on a fait du Java, on a fait de l'ADA. Et avec ces langages-là, on voyait tout ce qui était possible de faire. Donc, on faisait de la structure de données, on faisait de l'algorithmie, on faisait de la théorie de la complexité. Et donc, c'était un mélange entre des maths et de l'informatique. Et sinon, on avait d'autres sujets qui n'étaient pas forcément liés au développement, au logiciel, mais qui sont importants de maîtriser pour des gens dans le domaine du développement. On a fait du réseau, on a fait de l'assembleur, on a fait des choses bas niveau, on a créé des compilateurs pour Java, par exemple. Donc voilà, c'est une formation qui est assez complète, avec des langages qui sont pas tout récents, mais c'est ceux-là qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne l'informatique aujourd'hui et la programmation de manière générale. Cool. Et, du coup, tout au long de ce parcours académique, c'est quoi ce qui t'a le plus plu et ce qui t'a le moins plu? Pas facile comme question. Je suis quelqu'un qui marche relativement bien sous pression. Et donc, je dois dire que ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait beaucoup à faire et il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc, autant à la longue, c'est assez dur moralement, mais au moins on est stimulé et on avance. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus plu. C'est ce côté stimulant et ce côté où il faut bosser, bosser, bosser. Surtout qu'en parallèle de ça, je faisais du sport à relativement haut niveau, c'est-à-dire que ma vie se résumait à étudier et faire du sport. Donc, ce qui fait que je n'avais pas spécialement le temps de rester couché dans le canapé, et c'est ça qui me plaisait. Et ce qui m'a le moins plu, c'est qu'il y a quelques cours qui étaient donnés qui, selon moi, n'étaient pas nécessaires et qui traînaient là depuis plusieurs années et qui n'ont jamais été mis à jour et qui étaient complètement obsolètes au moment où on les a donnés. Donc voilà. Ok, cool. Merci pour cette introduction à ton parcours académique. Euh, à côté de tout ça, tu travailles sur des projets, que ce soit avec enfin, au sein de WebMind ou un peu en parallèle de ça. Tu es professeur au wagon, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là de ton activité? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire beaucoup de choses, ce qui fait que je touche un peu à tout, je suis assez curieux. Et j'ai eu la possibilité de donner des cours de programmation dans une école ou un bootcamp qui s'appelle Le Wagon. Et c'est intéressant, ça me permet de rester en contact avec des gens qui sont intéressés à apprendre le développement. Moi, ça me permet de me tenir à jour avec les dernières technologies. Ça me permet de travailler une autre facette de moi qui est l'enseignement, vu que je suis quelqu'un de relativement réservé. Ça m'a aidé à parler à des gens et à m'ouvrir un peu plus. Et je dois dire que je suis très content. Ça va faire 2 ans que je fais ça. Je fais plus ou moins 5 fois une semaine par année. Et ça se passe très bien. Je suis très content. Cool. Euh, Au sein de ce podcast, moi, il y a une partie qui va m'intéresser beaucoup. C'est une partie que j'ai appelée le déclic pour l'instant. Je ne sais pas si le nom va rester ou pas. D'accord? Euh, Cette partie, elle me touche particulièrement parce que en 2020, je me suis remis en question. J'ai fait plein de choix dans ma vie professionnelle. Euh, et aujourd'hui, je me demande euh, comment des gens qui ne font pas un parcours standard, je dirais, comme la plupart des gens voient un parcours standard, c'est-à-dire on fait un certain niveau d'études et ensuite on part sur une activité professionnelle, que ce soit en tant qu'employé ou employeur, euh, mais qui est souvent en tant qu'employé pour pouvoir acquérir de l'expérience et plus tard, bah, après, monter des projets. Toi, tu as pris tu as fait le choix assez tôt de te lancer en tant que patron, que cofondateur d'une boîte. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh,
t'a fait prendre cette voie? Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce choix de partir là-dedans plutôt que de chercher sur une voie un peu plus sécure? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est un peu un concours de circonstances, dans le sens que avant d'être à l'école d'ingénieur, j'étais en colocation à Sainte-Croix, et on avait déjà eu l'idée de monter une agence. On trouvait ça cool d'être à notre compte et de faire des sites web pour des gens. Et il s'avère que mes colocs n'ont pas continué dans cette voie, et ça s'est pas fait. Et ensuite, j'ai de nouveau eu l'occasion, pendant mes études, euh, du coup à Yverdon cette fois, de faire des projets pour l'externe. Et c'est comme ça que ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que on s'est dit que au lieu de faire un boulot qui est alimentaire et qui n'est pas spécialement intéressant, autant faire ce qu'on sait faire et gagner en expérience et agrandir son réseau, etc., etc. Donc ça s'est fait naturellement. Et je pense que cette fibre vient de mon père, qui lui a aussi été entrepreneur depuis qu'il a 20 ans. Donc je pense que le fait d'avoir grandi dans un environnement où mon père était entrepreneur et que je voyais comment ça se passait et que je trouvais ça intéressant, ça a presque été naturel pour moi, je pense, de suivre cette voie et du coup de me mettre à mon compte assez rapidement. Surtout que là, j'ai eu une opportunité assez bienvenue, je dirais, avec ce travail de bachelor. Et c'était un peu le moment ou jamais. J'avais jamais eu de vrai salaire avant ça, donc je ne connaissais pas le confort d'un salaire plein. Et je me suis dit que si je commençais à travailler et à toucher un salaire d'ingénieur qui est pas négligeable, j'allais pas avoir envie de recommencer depuis zéro avec un salaire qui était beaucoup plus bas et à devoir trimer pendant quelques années. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Cool. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je vais commencer par te poser une question par rapport à ton père. Oui. Est-ce que du coup, c'est quelqu'un qui t'a transmis des valeurs importantes à tes yeux? Alors, oui et non. Oui, dans le sens que mon père, c'est un peu une idole pour moi. Donc, je bois ses paroles et je suis fan de tout ce qu'il me raconte. Mais je suis quelqu'un de relativement orgueilleux et j'aime montrer que je peux me débrouiller tout seul. Donc, mon père me donne des infos, mais c'est jamais moi qui vais aller lui demander de l'aide pour quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Il m'a évidemment appris plein de bonnes choses, mais c'est rarement moi qui vais vers lui, c'est plutôt l'inverse. Ok, intéressant. Euh, et la deuxième question qui, par rapport à ce que tu as dit avant, c'est lié à l'argent. Oui. Euh, Tu dis que tu as préféré commencer directement à te lancer dans l'entrepreneuriat euh, aussi parce que tu n'avais pas encore cette routine de confort de vie, je dirais, avec un salaire, je dirais, normal dans notre domaine. Euh, pour toi, après 6 ans chez Webmind en tant que cofondateur, est-ce que l'argent, ça a été quelque chose d'important ou de Alors, problématique? alors l'argent, comme on dit, c'est toujours le nerf de la guerre. Euh, j'ai la chance d'être relativement confortable à ce niveau-là, donc j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Mais avec les autres cofondateurs, il y a toujours évidemment des petits accrochages qui se font au niveau de l'argent. Mais de manière générale, ça s'est plutôt bien passé. Euh, Actuellement, je gagne ma vie de manière raisonnable. Je reste en dessous du salaire moyen pour quelqu'un de ma branche, mais je m'en plains pas. J'ai un confort de vie qui vaut largement la différence et je suis très content avec ça. Mais c'est vrai que l'argent, en fonction des gens avec qui on parle, ça peut toujours être un problème. C'est quelque chose de tabou, les gens n'osent pas en parler, ça crée des frustrations et après ça explose. Donc ça n'a pas été un gros problème, mais ça peut très facilement le devenir. Ok, alors ça tombe bien, parce que dans ce podcast, moi, je vais essayer de ne pas avoir trop de tabous, donc si les gens Ok. seront ouverts à discuter, moi, je suis assez ouvert à échanger là-dessus. Euh, Aujourd'hui, donc, par rapport à ça, tu parles de relations qui peuvent être tendues autour de l'argent. Est-ce que c'est plutôt en termes de bénéfices générés par la boîte, de salaires versés, que ce soit aux cofondateurs ou aux employés? C'est plutôt, c'est dans quelle direction en fait où ça commence à
Ça Il se y a, split, c'est. il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Euh, alors, il y avait déjà les autres cofondateurs qui voulaient avoir un salaire plus élevé parce qu'ils estimaient que ça faisait 6 ans qu'on avait monté l'entreprise et qu'on pouvait se permettre de gagner un peu plus. Ce avec quoi j'étais pas spécialement d'accord parce qu'on avait des dettes, on avait des choses à payer et que je pensais que c'était pas le bon moment de le faire. Donc, avec les cofondateurs, donc c'était un problème plus de salaire, mais pour les dirigeants. Et Ok. avec les salariés, j'ai jamais vraiment eu de problème de salaire, mais je me suis jamais senti confortable à ce sujet-là. Euh, une des devises de mes collaborateurs, c'est on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Donc c'est vrai que pour la branche, ils sont pas spécialement bien payés, mais ils ont une flexibilité qui, à mon avis, les arrange bien. Ils ont une ambiance de travail qui les arrange bien aussi. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours senti un peu mal à l'aise parce que j'estime que c'est des très bons collaborateurs qui méritent de gagner leur argent comme tout le monde. Et voilà, ils m'ont jamais créé de problème ni quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je me suis toujours senti un peu mal à l'aise parce que j'estime qu'ils méritent plus et que je peux pas me permettre, sans risquer la vie de la boîte, de leur donner plus, ce qu'ils méritent en réalité. Donc voilà. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes la qualité de vie et le confort, que ce soit le tien ou celui de des cofondateurs ou des employés. Aujourd'hui, quand tu parles de cette qualité de vie, euh, c'est quoi les points les plus importants à tes yeux? Alors, il y a deux choses selon moi. Il y a l'ambiance de travail, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Quand je vais travailler, j'ai l'impression d'aller voir des amis et de passer un moment entre amis à réaliser des projets. Donc ça, je pense que c'est très important. Si on va au travail et qu'il y a des tensions avec son collègue de droite ou avec son collègue d'en face et qu'on n'ose pas parler parce qu'on a peur de le froisser ou parce que si, je pense que c'est pas agréable et que ça vaut pas la peine. Et après, c'est que j'ai un confort de me dire, bon, bah, cet après-midi, je suis fatigué, je prends mon après-midi, j'ai besoin de le demander à personne. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Après, le revers de la médaille, c'est que quand il y a des obligations et qu'il y a des choses à faire, ben, même si j'ai envie de partir, je peux pas. Et ce qui fait qu'on ne prend pas de vacances pendant plusieurs mois ou plusieurs années et ça pèse. Mais j'ai quand même cette liberté de me dire, bon, bah, si demain j'ai envie de prendre mon week-end un peu plus tôt et de partir en Italie ou en Angleterre ou ailleurs, je peux le faire sans le demander à personne et sans devoir de compte à personne. Ok, et du coup, je vais essayer de rebondir là-dessus. Par rapport à toute cette flexibilité, comment est-ce que les gens te voient en dehors? Des gens que je dirais ne sont pas entrepreneurs ou ne sont pas indépendants, comment est-ce qu'ils ils voient ton quotidien? Je sais pas, il faudra leur demander. Mais Alors, je, je je vais sais, poser la question différemment. Comment est-ce que tes parents ils expliquent ce que tu fais dans la vie? mes parents ont aucune idée de ce que je fais dans la vie, ma sœur n'a aucune idée, mes neveux et nièces n'ont aucune idée de ce que je fais. J'ai beau leur expliquer, ça a pas l'air de rentrer. Je pense pas tellement que c'est un problème d'entrepreneuriat ou autre, c'est plus la branche technique qui fait que je leur dis que je suis développeur ou je suis chef de projet, ils comprennent pas. Mais, mais voilà, enfin, je pense que si je leur explique gentiment, ça va rentrer, ça va rester une semaine et ça va repartir. Mais la plupart des gens qui sont pas dans le domaine ne comprennent pas ce que je fais et comment se déroule une journée. Et donc, en général, ce que je fais pour expliquer, c'est que je leur explique une journée type, comment ça se déroule. Ok, intéressant, ça me donne des pistes pour que moi aussi je puisse expliquer ce que je fais de mes journées. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu as quelque chose qui t'empêche de dormir? Ça m'arrive. Euh, alors, à part le soleil, parce que je suis très sensible à la lumière, euh, il y a des moments où ça m'empêche de dormir. Typiquement, en juin 2018, on a eu une période un peu compliquée. On avait pas mal de dettes à payer. Et le fait de devoir de l'argent ou quelque chose à d'autres personnes et de ne pas pouvoir le faire, ça a tendance à m'empêcher de dormir. Ça, c'est une chose. Et il y a des fois où il y a beaucoup de projets qui se font en parallèle, il y a beaucoup de deadlines qui arrivent en même temps. Et le fait d'avoir tout ça qui tourne dans la tête en même temps, ça peut avoir tendance à m'endormir. Mais de manière générale, sur ces 6 dernières années, j'ai quand même relativement bien dormi. Cool.
Euh, Est-ce que tu as déjà pensé ou regretté d'avoir fait ce choix de te lancer en tant qu'entrepreneur? Oui, 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 parce que je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal dans mon coin. Oui, il y a des moments où j'ai regretté, mais j'ai vite changé d'avis. C'est-à-dire que je vois des gens qui ont des postes dans des grandes entreprises qui font des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais je sais que travailler dans des corporates, c'est pas toujours marrant. Il y a des process qui sont extrêmement longs, c'est pas très flexible, il y a une ambiance qui est pas incroyable. Donc, je me suis vite réconforté dans la situation dans laquelle j'étais et je pense que de manière générale, je suis content d'être là où je suis. Intéressant, parce que quand j'ai quitté mon dernier emploi, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que je ressentais. Et une des phrases que j'ai réussi à mettre sur papier, c'est que il faut qu'on trouve l'endroit où les inconvénients nous conviennent le mieux. C'est clair, c'est exactement Et ça. je trouve que c'est assez parlant, en tout cas de ma situation. Puis j'ai l'impression que ça résume assez bien tes pensées là derrière. Ouais, ouais. Euh, ok, je crois que j'ai fini un peu cette partie-là. Je vais passer à une autre partie. Aujourd'hui, du coup, tu as mentionné que vous étiez 8 chez WebMind. Oui, Euh, donc, si je ne me trompe pas, vous êtes toi et un autre cofondateur et 6 employés. c'est c'est un peu variable, mais c'est plus ou moins ça. Oui, il y a des Ok. employés qui sont plutôt freelance, disons, qui sont là souvent, mais ça, enfin, freelance à 100% en fait, c'est ça. Ok. Et pourquoi avoir fait le choix d'agrandir l'équipe des cofondateurs de départ et de commencer à employer du monde et du coup d'avoir toutes les responsabilités qui vont avec? Euh, de nouveau, ça s'est fait un peu naturellement. Euh, Au début, j'ai pas vraiment réfléchi au fait de me dire est-ce que j'ai envie de rester tout seul et de faire de l'audit ou de faire du conseil, et etc., etc. Les choses se sont faites de manière complètement naturelle. J'ai eu de plus en plus de clients, j'ai eu de plus en plus de demandes et il fallait les réaliser et j'arrivais pas tout seul, donc j'ai dû engager quelqu'un. Et quand j'ai engagé quelqu'un, j'avais encore plus de demandes, donc il fallait plus de ressources pour les réaliser, etc., etc. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Il y a eu un moment où on a fusionné avec une autre agence qui était aussi à Yverdon. Donc là, l'équipe a beaucoup grandi en une fois. Ça n'a pas duré très très longtemps. Mais en gros, ça s'est fait un peu comme ça. Donc on avait de la demande, il fallait de la ressource, et voilà. Ok. Et à partir de quel moment tu estimes que tu as assez de demandes pour rajouter une ressource? Ouais, alors ça, c'est une question que je me suis encore posée la semaine dernière. Donc, c'est vraiment au cas par cas. J'imagine qu'il doit y avoir des théories et des choses écrites qui t'expliquent comment faire. J'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. La manière dont je le fais, c'est que j'estime plus ou moins sur 6 mois, une année, quelle est la charge de travail que je vais avoir, quels sont les nouveaux prospects qui vont peut-être être signés ou pas, et je me rends compte si j'ai l'argent pour payer une personne en plus ou non. Et c'est un peu comme ça que ça se fait. Ok. Aujourd'hui, la relation employé-employeur, vu que la différence d'âge est très minime, voire Ouais, euh, ouais. euh, tu as des employés qui sont plus vieux que toi, euh, comment ça se passe, cette relation? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand je vais travailler, j'ai l'impression d'aller voir des amis. Donc la relation se passe très bien. Je suis quelqu'un de très ouvert, donc j'ai envie que mes collaborateurs se sentent libres de me dire quoi que ce soit. S'il y a quelque chose que je fais qui les convient pas, il faut qu'ils me le disent. Et inversement, si je pense que ce qu'ils font va pas, je leur dirai aussi. Mes collaborateurs ont quasiment mon âge. Il y en a un qui est un peu plus âgé, il a 4 ans de plus, et les deux autres ont plus ou moins 3 ans de moins. Ceux avec qui je travaille régulièrement, donc ceux qui sont dans mon département. Et l'ambiance se passe très bien. Ok, et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une, je dirais, sans aucun sens péjoratif, mais une colonie de vacances où vous êtes tous potes, ça marche très bien. Pour en arriver là, est-ce que tu as dû mettre en place des process de recrutement? Co-
comment tu as réussi à constituer une équipe comme ça? C'est principalement du bouche à oreille, en fait. J'ai essayé plusieurs techniques de recrutement, dans tous les sens et j'ai rarement trouvé ce qui me plaisait ou ce qui me convenait. Le meilleur moyen que j'ai eu, c'est soit recruter des gens qui sortent du wagon, comme on discutait tout à l'heure, parce que je les connais, je sais comment ils travaillent, je sais comment ils se comportent quand ils travaillent. Donc je me dis qu'ils peuvent être adaptés pour venir travailler dans l'entreprise. Mais c'est principalement du bouche à oreille. Mon tout premier collaborateur a commencé en stage chez nous. Donc, il a fait ses 6 mois ou un an de stage. Et après ça, on lui a proposé un contrat qu'il a accepté. Et suite à ça, il nous a proposé un de ses collègues de classe qui est aussi venu chez nous. Et puis un autre collègue de classe qui est aussi venu chez nous, etc. etc. Et aussi, on a des gens du wagon qui sont venus. Donc, c'est principalement du bouche à oreille. Et je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux parce qu'il y a déjà des connexions entre les collaborateurs. Et je pense qu'ils savent quelle est l'ambiance au boulot. Ils savent quelle personne va plus ou moins matcher à l'ambiance ou pas. Et donc, c'est comme ça que ça marche le mieux. J'ai essayé d'autres process et ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on peut dire que tu essayes d'impliquer tout le monde au maximum pour en tirer le plus de bénéfices pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, que ce soit dans les process de recrutement, peut-être dans les propositions je sais pas, au niveau management, au niveau des process internes, au niveau de... Comment est-ce que cette cohabitation avec tes employés, j'ai l'impression que c'est plus des partenaires que des employés, enfin, sans, 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 Ouais, non, mais je comprends sans très bien. aucun point négatif. Comment est-ce que ça se passe, cette relation-là, au quotidien? Alors, ça se passe très très bien. Euh, c'est vrai que je les inclus pas mal dans les process. Je recrute personne sans avoir montré à mes collaborateurs qui est cette personne pour qu'ils puissent donner leur avis, me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faudrait faire attention parce qu'il a peut-être pas les compétences pour faire ci ou pour faire ça. Mais pour ça, il faut avoir des collaborateurs de confiance. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance, bon, pas avec tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui, c'est que je les teste pendant une année ou 18 mois pour voir comment ils sont, voir comment ils réagissent. Et une fois que je leur ai donné ma confiance, je sais que je peux être transparent avec eux, leur dire quand ça va pas. Je peux leur demander leur avis pour plein de choses et je sais que ça sera, j'espère, sincère en tout cas leur réponse. Donc c'est beaucoup sur le choix des collaborateurs. Je pense qu'on peut clairement pas faire ça avec tout le monde. Et d'ailleurs, les nouveaux, ils sont en général pas aussi inclus que les anciens, ce qui est normal, hein. Et, euh, et voilà. Mais quand je prends des décisions importantes, j'essaye de demander l'avis de tout le monde pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Et je pense que ça leur plaît aussi. C'est pour ça qu'ils se sentent bien ici, c'est qu'ils se sentent impliqués et qu'ils ont leur mot à dire sur comment évolue la société. C'est super. Euh, Si on prend un peu au niveau donc de toutes ces relations en tant que employeur-employé, pour toi, est-ce qu'il y a un point qui a été plus critique ou plus compliqué en général? Un Que ce point soit, critique. en termes de recrutement, que ce soit en termes de relations, enfin, ou un événement marquant qui a fait changer des choses, ou t'a fait réfléchir à des process ou à quelque chose. Alors, il y a eu des événements marquants, il y en a eu quelques-uns. Typiquement, je vous ai parlé de la fusion tout à l'heure. Il y avait un des collaborateurs qui faisait partie de la fusion qui mettait une ambiance qui était pas sympa en fait. Il était jamais content, il tirait la gueule, il marmonnait dans sa barbe. Et en fait, le problème, c'est que quand une personne est comme ça dans le bureau, ça se propage relativement vite et personne n'ose parler parce qu'on a peur de le froisser. Et du coup, il n'y a pas de musique, personne parle, tout le monde est dans son coin et c'est pas sympa. Donc, dans une équipe de cette taille-là, il faut vraiment faire attention que tout le monde puisse cohabiter ensemble bien pour que tout se passe pour le mieux. Et on a eu aussi le cas avec un autre collaborateur qui, avec le temps, s'est senti pas à l'aise dans l'équipe parce qu'il pensait qu'on lui manquait de respect ou le, on le rabaissait par rapport au reste du membre de l'équipe, ce qui n'était pas forcément vrai. Et là aussi, on a ressenti qu'au niveau de l'ambiance, c'était un petit peu différent parce que
il était à part et ça faisait deux clans et c'était pas intéressant. Donc quand on a une petite équipe de moins de 10 personnes, il faut vraiment que la cohésion d'équipe, je pense que c'est vraiment un des points primordiaux pour que tout se passe pour le mieux. Du coup, pour faire ça, il me semble qu'il faut avoir soit des affinités, soit des compétences assez poussées en relations humaines, en leadership un peu. Comment est-ce que c'est inné chez toi ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des événements qui t'ont permis de prendre beaucoup d'expérience là-dedans ou c'est avec le temps? Je saurais pas te répondre. Soit c'est inné parce que je m'en rends pas compte, ou soit c'est de la chance. Je pense que c'est plus de la chance. Je pense que les gens qui sont entrés dans l'entreprise devaient y rentrer d'une manière ou d'une autre et qui sont bien là, et que s'ils sont pas bien là, ils partent. Donc j'ai eu très peu de départs. Depuis en 6 ans, j'ai deux personnes qui ont démissionné. Donc je pense que c'est de la chance ou comme tu dis, quelque chose d'inné. Je sais pas. Je pense que la chance, on la provoque, donc que si ça se passe bien, c'est soit par expérience, soit que tu as su apprendre de chacune des expériences. Euh, si, du coup, là, je t'ai demandé par rapport à ce qui était le plus compliqué dans cette relation avec les gens, qu'est-ce que tu en tires de plus bénéfique? De plus bénéfique, c'est que je, je suis content d'aller travailler. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que vu que je passe plus de la moitié de mon temps à travailler, si je suis content d'y aller, c'est quand même mieux. Donc c'est ça. Et je sais que je pourrais toujours compter sur eux si jamais j'ai une coquille, si jamais j'ai besoin d'aide pour bosser un week-end ou deux. Je sais qu'ils seront là pour m'aider. Donc j'ai un peu cette sérénité maintenant avec le temps de me dire que si jamais j'ai des pépins, je sais qu'ils seront là et puis qu'ils sont pas juste là parce qu'ils ont leur paye à la fin du mois, mais quand même parce qu'ils sont impliqués dans le projet global de la société. Ok, top. On va passer à une autre série de questions. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à nous donner ton plus grand échec? Mon plus grand échec. C'est compliqué parce que j'ai une mémoire sélective et a priori, tout ce qui est négatif, j'essaye de le mettre dans un coin. Euh, je saurais pas te répondre comme ça, il faudrait me laisser réfléchir un peu. Pas de problème. Alors, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je dois dire qu'au début, quand on a commencé et qu'on était deux dans l'entreprise, je me suis dit que je pourrais être fier de moi quand je ferai un entretien d'embauche à quelqu'un. Et je dois dire que le jour où j'ai fait mon premier entretien d'embauche, j'étais relativement fier de moi. Et ça a été un moment marquant pour me dire, OK, ben, j'ai réussi à créer quelque chose. Et en plus de ça, j'arrive à mettre d'autres personnes dans le bateau. Et ça peut avoir l'air de rien, mais je pense que c'était un grand moment pour moi. Celui-ci, ou alors la création de la société, quand on est passé devant le notaire, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Cool. Euh, Super. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, Alors, moi-même, de quand j'avais 20 ans, j'étais où là, quand j'avais 20 ans? J'étais encore à l'école d'ingénieur. Je pense que j'aurais pas grand-chose à lui dire à part de lui dire de continuer et de ne pas lâcher les écoles, enfin l'école d'ingénieur, parce que c'était vraiment pas une période facile. Et je pense que je lui dirais de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'il est en train de faire au lieu de foncer tête baissée. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout s'est fait naturellement, c'est que les événements s'enchaînaient les uns après les autres, et je prenais jamais le temps de me poser et de me dire, est-ce que c'est vraiment la meilleure des solutions? Est-ce que t'as pas une alternative? Donc je prenais les choses comme elles venaient. J'ai eu de la chance parce que jusqu'à aujourd'hui tout s'est bien passé. Mais jusqu'à il y a une année ou deux, je ne prenais pas le temps de me dire est-ce que tu pourrais pas faire mieux ou est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin à prendre. et aujourd'hui, du coup, tu arrives à te poser pour faire ça facilement. Facilement pas, mais j'arrive à prendre le temps pour moi ou en fin de semaine, le vendredi, je me dis ok, la semaine elle est terminée, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content? Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait?
Et ça me permet aussi de planifier la semaine suivante et de savoir quelles sont les priorités pour la semaine suivante. Ça m'évite d'arriver devant les deadlines et d'être à la bourre. Donc, de manière générale, j'arrive à faire une rétrospective des semaines qui passent. J'aimerais le faire à plus grande échelle, au niveau des mois, au niveau des années, pour me rendre compte vraiment de où je vais. Mais c'est un travail sur moi que je dois faire et qui, pour l'instant, va dans le bon sens. Ok, alors ça tombe bien. Ma prochaine question, c'était, dans 10 ans, Alain, il sera où et il fera quoi? Dans 10 ans, je serai probablement en vacances, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas pris au soleil. Euh, mais je peux être n'importe où. Je sais pas du tout. Est-ce que je serai toujours en train de travailler pour WaveMind? Est-ce que j'aurais créé autre chose? Je sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Je pense que j'ai pour ambition de créer autre chose. Pas à la place de WaveMind, mais peut-être en parallèle. Donc voilà, à savoir où est-ce que le futur me mènera. Ok, alors on passe dans la dernière partie du podcast. Est-ce que tu as des routines? J'essaye de mettre en place depuis quelques temps des routines. C'est pas extrêmement efficace. Des routines sont censées, j'imagine, être des choses quotidiennes. De nouveau, moi je les fixe au niveau de la semaine. Euh, j'ai mes petites choses. J'essaye de faire du sport quelques fois par semaine. J'essaye de faire de la musique quelques fois par semaine. J'essaye de lire un maximum de plus en plus parce que j'ai pas lu pendant des dizaines d'années et je pense que ça me fait du bien de lire, que ce soit des romans ou que ce soit des livres de développement personnel ou du management, de la finance et autres. Il y a vraiment beaucoup à en retirer. Et j'ai commencé il y a très peu de temps pour rester affûté au niveau du développement à faire une petite routine quotidienne. C'est-à-dire que tous les matins, avant de commencer ma journée, je me fais un petit challenge de programmation. Et ça me permet de rester affûté et d'avoir l'algorithmique qui fonctionne toujours relativement bien. Et voilà. Cool. Est-ce que tu peux nous donner la ressource que tu utilises pour ça? Oui, bien sûr. J'ai juste peur de me tromper. Ça doit être Code Wars ou Ok, War Code. Mais je crois que c'est Code alors Wars, ouais. au pire, je te la demanderai après, puis je la mettrai dans les notes de l'épisode. Volontiers. Euh, Est-ce que tu as beaucoup parlé de ton père, qui était une personne très importante et inspirante pour toi. Est-ce que tu as d'autres personnes ou est-ce que tu as fait d'autres rencontres, euh, que ce soit physiques ou je dirais, grâce à Internet, euh, qui t'ont inspiré ou sur lesquelles tu essayes de te refléter? Alors, je pourrais dire Elon Musk pour être un peu dans le trend, mais je dois dire que je suis de très loin ce qu'il fait, donc malheureusement, je ne pourrais pas. Mais, euh, mais mon père, donc comme j'en ai déjà parlé, ma mère, qui a un caractère qui est complètement différent, m'inspire aussi beaucoup, mais plus sur l'aspect humain et caractériel. Mes parents sont deux personnes qui sont complètement différentes, donc c'est très intéressant de voir ce contraste et de prendre le meilleur de chacun. Et sinon, je m'inspire d'autres podcasts. J'écoute Real Life qui m'aide beaucoup et qui me donne des ressources, des livres à lire et ce genre de choses. Top. Bah justement, est-ce que tu as un livre ou un film à recommander? Un livre ou un film à recommander? Je pense que je vais dire un livre parce que je le recommande à énormément de personnes et tout le monde est déçu. Et donc, je vais continuer à le recommander. Donc, c'est The Game de David Fincher, si je dis pas de bêtises. Euh, très très bon film. Je vous laisserai aller découvrir parce que j'ai pas trop envie d'en dire. Film? Film, oui. The Ok, Game. parfait. Bah, je crois que je l'ai vu. Ça me dit quelque chose, j'irai vérifier après. Euh, Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer ou une citation qui t'inspire? Je savais que cette question allait venir. Je savais que je devais me préparer et j'ai rien préparé. Donc, Parfait. est-ce que j'ai une citation? Vu que j'ai rien qui vient, je vais dire la première qui me vient à l'esprit. Ça va être qui pisse contre le vent se rince les dents. Voilà.
Parfait. Euh, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je n'ai pas posée? J'ai pas, j'ai pas imaginé grand-chose. Je me suis, comme d'hab, laissé aller pour voir ce qui venait. Donc j'ai préféré pas trop réfléchir à ce qui allait venir. Donc j'ai pas grand-chose à ajouter, je dois dire. Ok. Qui aimerais-tu que j'interviewe dans un prochain épisode? Et pourquoi? Alors, je vais dire Alan von Lanten, qui avait fait du podcast en Suisse romande il y a quelques années. Il a lancé Podcast Science, il avait une chaîne YouTube aussi sur la science. Et je pense que, comme tu te lances dans l'univers du podcast, je pense qu'il peut t'amener beaucoup de ressources et d'astuces pour ça. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de domaines, et spécialement sur tout ce qui est scientifique. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui il serait très intéressant de partager une petite heure de podcast. Top. Alors, je te demanderai son contact après. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou sur un site internet? Alors pour l'instant, on peut me retrouver sur Instagram à frescoa ou sur le site de Wavemind, donc wavemind.ch. Je pense que c'est le meilleur moyen de me connecter, de me contacter. Parfait, alors je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, L'interview est terminée. Je te remercie infiniment de m'avoir accordé ton temps, d'avoir été le premier cobaye de ce podcast. Euh, Eh bien, merci à toi. Ça, c'est une première pour moi, un podcast. Et j'étais un peu nerveux au début, mais je dois dire que c'est plutôt bien passé et je suis assez content de ce que j'ai pu livrer. Parfait. Pour moi, c'était nickel aussi. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, nous, on va se revoir en dehors du podcast. Absolument, oui, on va se revoir. Et voilà. Et à tout bientôt pour la suite. À bientôt. Voilà, le podcast est déjà terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux retrouver toutes les références dans les notes du podcast. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao.